Petite histoire, en 2008, c'est la crise des subprimes. Starbucks est au bord de la faillite. Comme c'est la crise des subprimes, les Américains sont frappés très dur, et notamment en tant que consommateurs, les décisions qu'ils prennent sont aussi de couper des dépenses non essentielles, comme aller chercher un bon cappuccino sur le chemin du travail. Starbucks est donc très touché et doit fermer 600 magasins aux États-Unis. Les analystes prédisent qu'ils sont au bord de la faillite. À ce moment-là, le CEO de l'époque, Howard Schultz, prend des décisions avec son équipe extrêmement originales, qui fait même rire les concurrents. Une d'entre elles, que j'aime à partager, est la décision de fermer d'autres magasins, momentanément cette fois, pour former tous les baristas à faire le meilleur expresso possible et à les former à l'excellence au service client. Pendant cette phase très difficile, Starbucks serre les roses du stag, mais à la sortie de cette crise, l'entreprise est vraiment plus forte et aujourd'hui un des leaders mondiaux que l'on connaît. Cette petite histoire pour vous dire que quand une entreprise est dans une phase un peu complexe de son histoire, le CEO, l'équipe dirigeante, est face à deux voies. Prendre des décisions qui vont mettre peut-être l'entreprise dans le mur, ou au contraire prendre des décisions qui vont rendre l'entreprise plus forte. Et pour revenir à notre époque, j'ai envie de vous raconter dans quelle situation je suis aujourd'hui. Pour revenir un petit peu dans le passé, vous savez tous, en 2022, la montée du taux directeur de la BCE a été un énorme choc pour notre économie, et donc, forcément, pour nos clients qui font partie de l'économie française. Deux types de chocs pour deux types de segments de clients de Théodo. Le premier segment, les scale-up. Nous sommes une boîte de technologie, nous faisons des sites web, nous faisons des logiciels. Ce type d'entreprise, qui est appelé généralement le Next 40, construit des assets technologiques et aime beaucoup faire appel à nos services. Le problème, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ça a eu une conséquence très aventureuse, c'est l'effondrement des levées de fonds pour les scale-up françaises. Côté grand compte, un autre type de client pour nous, ils ne sont pas financés par levée de fonds, puisqu'ils sont rentables. Par contre, la hausse des taux augmente le coût de l'argent, et donc augmente aussi la pression sur les investissements et la rentabilité des investissements. On a pu voir les budgets dédiés à l'IT, à la technologie, baisser par rapport aux années précédentes. Deux types de clients qui sont touchés par la hausse des taux. Et donc du coup pour Théodo, le bilan c'est nos clients scale-up ont vraiment moins d'argent. Donc pour nous c'est une diminution du marché adressable. Et nos clients grands comptes ont encore de l'argent, mais en ont moins. Et ils sont donc beaucoup plus exigeants sur la tenue des budgets quand ils font appel à nous. On est donc dans cette situation aujourd'hui. On a fait une croissance phénoménale ces 15 dernières années. Et pour la première fois l'année dernière, un peu comme Starbucks, là, clac, on prend un plateau. Et donc on est à la croisée des chemins. Et dans cette réflexion sur la croisée des chemins, vous l'avez vu hier, on a pris le temps notamment de poser un framework pour nous aider à prendre des décisions pour l'entreprise. C'est dans le livre de Lean Tech Manifesto. Et c'est un livre qui nous aide énormément à réfléchir, notamment avec nos clients qui sont dans la même situation que nous. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'intérieur de Théodo. Donc, je m'appelle Caroline Sauvrin, je suis CEO de Théodo France, et je vais vous parler de 2023, fin de l'argent facile dans la tech, fin des levées de fonds trop facile, et comment le Lean vous aide à être résilient. Alors déjà, un petit réflexe, je pense. Quand le marché commence à se durcir, c'est moins facile. La tentation, en tout cas pour moi, en tant que CEO, d'augmenter le contrôle sur l'entreprise est très forte. Puisque la pression des clients augmente, la pression des actionnaires augmente, et aussi un petit peu aussi la pression des collaborateurs qui vous regardent, qui vous disent qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a envie de montrer qu'on est l'homme ou la femme de la situation, et donc pour ça de vraiment prendre la main sur l'entreprise. Du coup on a des envies comme rajouter des procédures, dans l'intention extrêmement louable de quitter les collaborateurs dans leurs décisions, ce qui a plutôt comme pour conséquence, en vrai, de tuer la créativité. On a envie aussi peut-être de spécialiser les équipes, très bonne idée, puisqu'en fait on veut augmenter localement l'expertise des gens, donc on va leur donner moins de choses à faire. Conséquence inattendue, et pas si inattendue que ça, on va quand même créer des silos, et donc rajouter de la complexité pour que les gens travaillent les uns avec les autres. Ce phénomène-là, il a été hyper bien expliqué dans un des livres qui est The Lean Strategy,
qui s'appelle la pensée 4D. Alors c'est présenté comme la Big Company Disease. Je pense aussi que c'est le Stress CEO Disease. C'est-à-dire, bon, il y a un problème, je define quel est le problème. Une fois que j'ai défini le problème, c'est moi qui décide du plan pour régler ce problème. Ensuite, j'exécute, donc je drive l'exécution de la solution, et je deal avec les conséquences néfastes ou un petit peu pénibles des décisions que j'ai prises sur le terrain. Une voie alternative, qui est la voie du lean, c'est les 4 F. Fine, je vais sur le terrain pour comprendre vraiment ce qui se passe. Moi, je pense que le marché change de tout au tout, ou alors il y a des tendances de fond. On va bien les voir, on va les regarder les pièces. Face, une fois que je regarde ça, je l'accepte, je regarde droit dans les yeux. Et notamment si c'est des problèmes que j'ai moi-même introduits quelques années plus tôt. Et ça, il faut l'accepter. Frame, je crée un cadre pour résoudre ces problèmes. Et forme, j'encourage les entreprises, les collaborateurs à prendre des petites actions. Et donc en fait, c'est un peu, là dans la période où on est Théodo, c'est un peu les deux modes en fait, qui luttent en moi, le petit ange et le petit démon. Et je vais essayer de vous raconter 3 histoires dans 3 endroits de l'entreprise où le lean, la pensée 4F, m'a aidé, je pense, à prendre les meilleures décisions. Décisions que je n'aurais pas prises si j'étais en mode 4D et à construire une entreprise qui, j'espère, va reprendre sa courbe de croissance. Alors, juste avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on fait, donc on est un cabinet de conseil en réalisation digitale. Notre travail, c'est de coder des logiciels sur mesure pour nos clients. Un exemple ici, c'est une application, vous voyez là, qui prend en photo des plaies, qui les analyse et qui fait une recommandation de quel est le bon pansement pour la plaie. On a fait cette application pour un leader français des pansements médicaux. Ça illustre bien ce qu'on fait parce qu'il y a une partie computer vision. L'algorithme va analyser la photo et va comprendre de quelle maladie il s'agit en fonction de la photo. Puis aussi, vous voyez une part un peu plus design, très belle, interface, qu'on fait aussi. Donc je rentre dans le vif du sujet. Côté vente. Alors je commence par la vente, parce que ça c'est un Kanban sales en temps normal, bien rempli, bien gras, bien rond, qu'on adore. Et puis en fait, c'est par là que ça va commencer à se voir, le durcissement du marché. Avant même les opérations ou services après-vente. Et donc, le Kanban, il a commencé à ressembler à ça. Donc, il a pris un coup. Donc moi, je regarde ça et je me dis, oh mon Dieu. Pourquoi je me dis, oh mon Dieu le Kanban sales, la taille du pipeline, me donne une bonne idée de mon futur carnet de commandes. Et la taille de mon carnet de commandes me donne une bonne idée du nombre de mois où je sais que j'ai de la production. Dans mon business, j'ai très peu de recurring. C'est pas comme je ne facture pas par mois pour toujours. Il y a un mode projet, quand le projet est fini, c'est fini. Donc ça me donne vraiment, la taille du pipeline me donne une bonne idée de combien de mois de sérénité j'ai devant moi. Du coup, petit coup de stress, forcément. Et le réflexe naturel arrive, je commence à penser en mode 4D. Donc je me dis, bon, les commerciaux ont vraiment besoin d'aide. Du coup, je vais plus les manager. Et je vais les aider à, sur chaque deal, vraiment pas le perdre. Parce que maintenant, chaque deal compte. Et du coup, ça donne des conversations comme ça. Par exemple, Benjamin. Bon, bah, quel lead, quel prospect tu vas signer cette semaine? Quel est la next step? Rassure-moi. Et puis, tac, 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 je les prends un par un. Il faut faire des revues de pipe. Mais quand les tensions durent, resserrer la revue de pipe, c'est pas du tout sûr que ça crée une entreprise plus résiliente. Du coup, j'ai essayé de penser en mode 4F cette fois-ci. Je me suis dit, bon, mon pipe est un peu plus vide. Et puis surtout, en fait, il y a des trucs dans le pipe qui n'ont pas l'habitude de venir. Et je me suis dit, en fait, sur la partie find, je me suis dit, c'est une super occasion pour discuter avec toute la boîte de qui est-ce qui est en train de nous arriver. Et donc, du coup, j'ai créé une réunion tous les mercredis, toutes les 2 semaines, le matin, où je réunis beaucoup de gens dans l'entreprise. Pas seulement les sales, mais aussi des gens des RH, mais aussi des gens du projet, de l'ingénierie, des gens du staffing chez moi. Enfin, tous les départements sont représentés. Parce que je me dis, ce changement de situation, ce changement de marché, il faut que toute l'entreprise le comprenne. Donc il y a beaucoup de gens dans la pièce, c'est un petit peu impressionnant. Et on se pose 3 questions. Sur une pièce, pas sur le pipe, sur une pièce. D'où vient ce prospect? D'où vient le lead? Ça me permet de comprendre le find, c'est-à-dire les clients qui nous contactent, ils ont parlé à qui? C'est quoi leur expérience? Qu'est-ce qu'ils ont entendu de nous? Ça me donne des idées ensuite pour investir au bon endroit. Donc, une partie find.
Deuxième partie, une fois qu'on a compris d'où venait le prospect, quel a été son chemin, que veut-il? Alors le marché représenté par juste cette personne. Là, c'est le face. Parce que quand on clarifie bien ça, parfois on se rend vite compte qu'on n'a pas du tout sur l'étagère ce qu'il veut. Donc ça fait un peu mal. Et dernière question, qu'est-ce qu'on change dans l'entreprise? Ça, c'est la partie plutôt frame and form. C'est quoi les changements qu'on va devoir faire? Alors je vous donne un exemple concret qui a en fait déclenché des décisions et des investissements que j'aurais jamais fait si j'avais fait que resserrer la revue de pipe. D'où vient le lead? On a eu un prospect qui est entré sur le site. En fait, les fondateurs ont tapé, je pense, entreprise spécialisée e-commerce, marketplace, et ils sont tombés sur Théodo. Déjà, hyper intéressant, il faut savoir que dans notre business, 95% du business vient plutôt du bouche à oreille. Donc moi, en tant que CEO, j'ai tendance à oublier que mon site web est un asset. Ça me le rappelle. Et donc sur lequel il faut que j'investisse. Que veut le marché? Donc que veut ce lead? Il veut un forfait, mais pour 3 fois moins cher que ce qu'on sait faire. Et il veut en plus qu'on s'engage sur la maintenance après la livraison de cette marketplace. Il s'avère qu'on a perdu celui-là. Parfois je regarde qu'on a gagné, ça, peu importe. Il s'avère qu'on a perdu parce que pour ces 2 raisons-là, on était 3 fois plus cher et on ne s'engageait pas sur la maintenance. Du coup, avec toute l'entreprise, il y a tous les départements qui sont représentés. Je me pose la question, par rapport à cette pièce, qu'est-ce qu'on a envie de changer dans l'entreprise? On a envie de faire 2 choses. Alléger les équipes pour faire des plus petites équipes moins chères. Bon, c'était un petit acteur, c'est vraiment une petite PME sur cette entreprise. Et puis, investir, c'est notre offre de maintenance, qui paraît être hyper importante pour ce client. Donc très concrètement, là j'ai pris 2 décisions. Il y a un A3 en cours où je vais modifier mon setup d'équipe pour avoir un format qui est compatible avec des petites entreprises. Et il y a 2 jours, on a eu la confirmation de quelqu'un à qui on a fait une proposition d'embauche pour devenir le leader de l'offre maintenance. 2 décisions que je n'aurais jamais eues si j'avais fait que resserrer la fréquence des revues pipe. Deuxième histoire, plutôt côté opération. Donc je vous l'ai dit, avec la hausse des taux, les clients, notamment grands comptes, sont plus exigeants sur l'argent qu'ils dépensent avec nous, parce qu'ils en ont moins, et qu'eux-mêmes ont dû se battre beaucoup plus en interne pour décrocher les fonds à investir avec nous. Et là, notamment, on avait un client dans l'immobilier. Alors l'immobilier, je ne fais pas de dessin, hein, vous avez tous vu dans les news, c'est un secteur qui prend vraiment cher aussi en ce moment. Et donc, ils ont quand même réussi, ce client avait quand même réussi à débloquer 450 000 € auprès de son COMEX pour améliorer l'espace client avec nous. Au bout de quelques mois, on lui annonce que ça ne va pas prendre 450 000, on ne sait pas le faire en 450 000, mais on va le faire en 550. Et là, première fois depuis très longtemps, le client dit pas d'accord, il part. Et il part, et non seulement il me dit donc j'arrête maintenant tout de suite, sans respecter le préavis d'arrêt, et je vous paierai que 10% de ce que je vous dois. Ça, c'est un changement, c'est une vraie histoire, et c'est vrai que j'en ai eu beaucoup plus là, depuis que l'économie est plus difficile. Du coup, pareil, mon premier réflexe a été de me dire, bon, mes chefs de projet sont en difficulté, il va falloir que je les aide. Du coup, je vais augmenter la fréquence de reporting avec les managers. Je vais leur demander un état des lieux sur les projets. Toutes les semaines, voire plus souvent, pour les projets difficiles. Donc, j'ai pensé à un système comme ça. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus, hein, il y en a 10 au total. Et puis derrière, ces managers, il y a des vraies équipes qui produisent et qui parlent aux clients. C'est un mode assez cadré, hein, surtout drive, c'est-à-dire c'est moi qui gère le projet en fait, via le manager pour commander l'équipe. Et deal, s'il y a des problèmes, c'est moi qui les gère et qui dis à l'équipe quoi faire. Pas terrible. Surtout, en fait, ça ne fait pas progresser grand monde. À part moi, peut-être, mais encore. Les équipes sur le terrain reçoivent des instructions de quelqu'un qui ne parle pas. Et donc, ça ne crée pas une entreprise très résiliente pour le futur. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose de plus qu'4F. Et dans le F de Find, il y a quelque chose d'important qui est aller sur le terrain. Et donc, le terrain, c'est des gens qui sont derrière les managers. Donc j'ai lancé pareil une autre initiative qui s'appelle la Project Launch Review, où pour le coup, je vais voir l'équipe avec le manager et je pose 2 questions. Première question, quelle est la promesse qu'on a faite au client? Et je le pose à l'équipe, pas au manager. Alors là, c'est fantastique. Il se passe toujours ça, c'est très drôle, ça me fait rire.
ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas tous compris exactement la même chose, donc c'est vraiment génial, parce que ce temps-là de clarifier la promesse, de temps de fine, bah, après quelques minutes, hein, ça dure pas longtemps, 10-15 minutes de discussion, c'est bon, ils sont d'accord, ils sont alignés. Deuxième question. Si le projet devait échouer, comment échouerait-il? Ça, c'est le face. Donc c'est un exercice de pré-mortem, parce que le projet vient de démarrer. Je vois les équipes juste au tout démarrage, donc il ne s'est encore rien passé. Là, c'est aussi très intéressant, puisque comme le projet n'a pas encore démarré, ils sont créatifs, ils ne sont pas encore dans le jus, etc. Donc ils ont plein d'idées intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que comme ils viennent de différents métiers, ils pensent à des choses différentes, des risques techniques, des risques de gestion de projet, des risques plutôt de relations clients, etc. Ils ont tous raison. Parfois, il m'arrive que moi, parce que j'ai un peu plus d'expérience, j'en vois un autre. Mais sinon, à part ça, c'est bon. Et là, ce qui est encore une fois fascinant, c'est qu'après ça, je n'ai quasi plus rien à faire. C'est-à-dire que pour eux, d'avoir prévisualisé les risques qui allaient se passer sur la partie plan d'action, ça, par rapport au drive où je vous disais, c'est moi qui dis, là, il faut faire ça, là, il faut changer. Là, je vous donne un exemple concret aussi. J'ai anonymisé juste pour le client. Mais ça s'est passé réellement il y a une semaine du jour. Donc j'étais avec une équipe. Donc je dis quelle est la promesse. Après 15 minutes de débat, on est arrivé là-dessus. Pierre, qui est un commercial, a promis à un directeur innovation d'une entreprise qu'on allait construire un produit avec ChatGPT, GenAI, pour rechercher des informations sur son catalogue produit. Mais un truc suffisamment fiable, donc sans hallucination de la technologie, vous savez, qui parfois répond des trucs faux, pour ne pas mettre en danger la réputation de son entreprise. Très bien. Et alors je leur dis, à votre avis, si le projet devait échouer, à quoi ça ressemblerait? Et ils ont une première réponse assez catégorique au début qui est, en fait, on ne va pas y arriver parce que, pour une raison technique, c'est que 100% de fiabilité, donc 0% d'hallucination de GenAI, ce n'est pas possible. Donc en fait, on va avoir un problème. Et je leur dis d'accord, etc. Mais le client, il sait ça. Oui, c'est vrai qu'il sait. Et en fait, en discutant avec eux, je me rends compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout au clair sur est-ce que ce 100%, c'est vraiment ce que veut le client. Et donc, à l'issue de la discussion, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient probablement pas d'accord ou pas très clairs sur la définition de la performance avec le client. Et ils ont pris la décision en autonomie de le voir le lendemain pour juste se redire « Attends, mais comment on définit performant ?» Si je n'avais pas fait ce rendez-vous, je ne sais pas, mais probablement, en fait, il serait allé pile en tête sur on va essayer de tuner les modèles à fond pour arriver à 100%, alors qu'en fait, probablement, ce n'était pas ce que voulait le client. Dernière histoire sur l'ingénierie. Alors, sur l'ingénierie, petit contexte. Donc, le marché général est plus difficile. Donc, sur un appel d'offres, il y a plus d'entreprises qui se battent pour gagner. Donc voilà, c'est juste le gâteau rétréci. Vous avez vu la baisse des budgets IT en fait. Donc on a autant d'entreprises pour moins de budget, donc la compétition augmente. Donc un des différenciants dans un appel d'offres, c'est évidemment la réputation d'entreprise. La réputation d'entreprise comme la nôtre repose en partie sur la qualité de nos applications, qui se définit notamment par l'absence de bugs. Donc, un exemple dans le cas où je vous ai présenté sur les plaies, ça n'est pas arrivé, mais ça pourrait. Bah, l'algorithme se trompe dans l'analyse de la photo. Et au lieu de reconnaître une maladie A, il trouve que c'est une maladie B, et donc il recommande à l'infirmière qui utilise l'application d'utiliser le mauvais pansement. Ça peut être une catastrophe pour le patient, pour l'entreprise qui fait appel à nous, et évidemment qui rejaillit sur nos erreurs. Donc, moi j'ai un vrai défi en tant que CEO, dans cette compétition qui augmente, c'est que mon entreprise soit reconnue comme excellente sur la qualité technique de nos applications. Et j'ai un problème, c'est que je ne sais pas coder. Donc là, pareil, j'ai envie de vous dire, il y a deux façons de penser qui sont framework. Le mode 4D, où là, je vais nommer un responsable de la qualité technique, et puis je vais faire un plan stratégique avec lui pour augmenter la qualité. Et je ne vais pas parler aux développeurs, mais ça va être génial.
Et puis un mode 4F, le spoiler alert, j'ai choisi, et qui est plutôt, on va développer la culture de l'excellence en partant du terrain, en faisant faire des résolutions de problèmes sur des défauts qu'on a rencontrés aux ingénieurs qui ont eux-mêmes introduit le défaut. Donc là, j'ai lancé une initiative avec une personne absolument géniale de Théodo qui s'appelle Albéric, qui lui sait coder, elle est très bien, qui a beaucoup d'expérience à Théodo, enfin relativement pour nous c'est beaucoup certains, et qui connaît du coup beaucoup de monde, qui a un vrai réseau dans l'entreprise, et qui est passionné, donc passionnant et très pédagogue, il aime beaucoup transmettre. Et donc là, vous voyez une photo du dojo d'Intotsu, on l'appelle comme ça, c'est tous les jeudis à midi, où en fait, je vais vous expliquer ce que c'est, donc c'est un dojo d'Intotsu. Donc un dojo, c'est quoi? C'est un moment dans l'entreprise où les gens se retrouvent autour d'un sachant, et ils viennent avec une pièce qu'ils ont produite qui a un défaut. Alors nous, comme on code, c'est pas très tangible, mais en fait on a réussi à faire un document qui s'appelle un Dantotsu, donc ça c'est un Dantotsu, c'est un exemple, où en fait on prend un screenshot du code notamment, parce que là c'est vraiment là chez nous où on va dire le défaut est introduit, et on se pose deux questions. Comment et pourquoi le défaut a-t-il été introduit? Et puis pourquoi on l'a détecté aussi tard dans la chaîne? Le pire étant que c'est l'utilisateur final qui nous le remonte. Ça c'est vraiment le pire. C'est un mode de pensée dont on s'est inspiré de Sadao Nomura qui a écrit ce livre. Il a inventé une méthode d'Intotsu, c'est lui qui a inventé d'Intotsu dans les usines Toyota en Afrique du Sud, où il a redressé la qualité de manière spectaculaire. Et on a lu ce livre et ça nous a beaucoup plu et on a décidé de le suivre dans le digital. Et donc ce qui est génial avec ce fameux dojo d'Intotsu, c'est qu'au fur et à mesure des dojos, tous les jeudis, je comprends avec Albéric beaucoup plus les weak points de l'équipe. Parce que ça fait 6 mois, 1 an là qu'on fait. Donc on commence à avoir en fait des récurrences d'origine de défauts. Ce qui nous permet de comprendre en fait les modèles mentaux qu'il faut corriger dans l'équipe d'ingénierie. Et donc Albéric, ce qu'il fait, après certains dojos, c'est qu'il écrit des petits topos comme ça. Je vous mets un zoom. C'est des petits topos techniques sur des sujets très pointus qu'il a remarqués qui étaient à l'origine des défauts qui sont présentés lors du dojo. Donc, on est vraiment extrêmement loin de recruter un responsable qualité globale et de faire un plan. C'est vraiment drivé par les développeurs pour les développeurs. J'ai remarqué avec Albéric que ce dojo contribue beaucoup à créer cette culture de l'excellence. Notamment, c'est des vraies citations et des vraies personnes. Fabien qui me dit j'adore ce dojo, du coup maintenant j'écoute dans les open space pour savoir s'il y a un bug et si on peut le montrer à Albéric en dojo. Un team leader, Martin, qui dit Albéric, sans ton message, je ne serais jamais allé creuser aussi loin dans l'analyse des causes. Donc merci. Et puis au niveau des engineering managers, qui sont le dernier niveau hiérarchique, c'est nous, même eux viennent au dojo et apprennent des choses. Donc là on a Théo qui dit qu'il a appris plein de choses sur les databases et les migrations dangereuses après un bug qu'on avait présenté sur une plateforme e-commerce. Voilà, c'est 3 petites histoires. 3 petites histoires où en fait je suis un peu à la croisée des chemins entre ma tentation un peu classique de prendre le contrôle, on va dire, parce que c'est un peu dur, ou de suivre la voie ligne jusqu'à Trèfle. Et j'en profite au passage pour remercier énormément les théodoleurs qui sont une source d'inspiration pour moi énorme, qui sont tous très curieux, très volontaires. Et puis remercier aussi toute la communauté ici rassemblée qui m'aide beaucoup, qui aide beaucoup Théodo de manière générale. Et puis voilà, je suis ravie de prendre vos questions. Merci.